Tu ne souffres peut-être pas d'un manque de force. Tu souffres peut-être d'avoir vécu trop longtemps loin de toi sans oser appeler cela une catastrophe. C'est plus violent qu'on ne le dit. Il existe des vies qui continuent, qui fonctionnent, qui répondent, qui produisent, qui sourient même, alors qu'au fond quelque chose s'est déjà retiré. Non pas l'énergie seulement. Plus grave. La coïncidence intérieure. Cette sensation élémentaire d'habiter sa propre existence. Beaucoup appellent cela fatigue, confusion, crise passagère. Ils minimisent. Ils décorent. Ils rationalisent. Mais il arrive un moment où le malaise devient trop précis pour être encore réduit à un simple déséquilibre. On sent que la route suivie n'a pas été choisie depuis le centre. On sent qu'une part de soi avance, tandis qu'une autre reste immobile depuis des années. Le drame, c'est que cette fracture ne ressemble pas toujours à un drame. Elle prend souvent la forme d'une réussite vide, d'une stabilité sans adhésion, d'un quotidien correctement tenu par quelqu'un qui, en secret, ne se rencontre plus. On croit être perdu parce qu'on manque de réponse. C'est souvent l'inverse. On est perdu parce qu'on a trop longtemps vécu selon des réponses qui n'étaient pas les siennes. Depuis l'enfance, presque tout pousse à cette déviation. On apprend à reconnaître les attentes avant d'apprendre à reconnaître les signes intérieurs. On devient lisible pour le monde bien avant de devenir lisible pour soi. On reçoit des modèles, des rôles, des scénarios, des façons convenables d'aimer, de réussir, de parler, de désirer. Peu à peu, le dehors s'installe à la place du centre. Et l'on finit par appeler personnalité ce qui n'est parfois qu'une adaptation prolongée. Ce qui trouble alors n'est pas seulement l'impression d'être à côté de sa vie. C'est le fait que cette erreur possède une logique. Elle n'est pas un accident. Elle résulte d'une fidélité ancienne à des formes qui ont protégé, rassuré, intégré, mais qui ont aussi éloigné. Il existe en chacun une orientation plus profonde que les préférences passagères, plus exigeante que les ambitions apprises, plus silencieuse aussi. Jung a consacré une part décisive de son travail à cette évidence dérangeante. La psyché n'est pas un amas confus, elle possède une organisation, une dynamique, une architecture, et cette architecture ne cesse pas d'agir parce qu'on l'ignore. Ce qu'on néglige en soi ne disparaît pas. Cela se déplace, se déguise, s'infiltre dans les symptômes, les répétitions, les rêves, les attirances incompréhensibles, les épuisements sans cause claire. Ce qui n'est pas entendu change seulement de langage. C'est pour cela que certains malaises ne cèdent à rien. Ni aux conseils raisonnables, ni aux distractions habiles, ni aux améliorations superficielles. Ils reviennent parce qu'ils ne cherchent pas seulement à être soulagés. Ils cherchent à être compris dans leur origine. Une âme qui n'est plus suivie ne se venge pas, elle signale. D'abord discrètement. Par une inquiétude légère, un fond d'étrangeté, une lassitude qui ne se laisse pas dissiper. Ensuite plus durement. Par l'impression de vivre en exil au milieu même de sa propre biographie. Le problème n'est pas que tout va mal. Le problème est parfois plus difficile à admettre. Tout semble à peu près tenir, mais rien ne répond vraiment depuis l'intérieur. Et cette absence de réponse finit par contaminer tout le reste. On parle trop facilement de se chercher, comme si le sujet relevait d'un luxe introspectif. Il s'agit souvent d'autre chose. D'une question de survie psychique. Non au sens spectaculaire, mais au sens profond où une existence peut continuer à fonctionner tout en se vidant de nécessité. Quand le lien avec le centre se relâche, on devient très habile à occuper la surface. On maintient une image, une utilité, une cohérence sociale. Mais la vie intime se retire des gestes. On prend des décisions sans profondeur. On s'engage sans présence. On persévère dans des directions que quelque chose, en soi, n'approuve plus depuis longtemps. Ce n'est pas un défaut moral. C'est un éloignement. Il faut alors accepter une idée plus inconfortable que consolante. La souffrance n'est pas toujours le signe que quelque chose en toi est défectueux. Elle peut être le signe que quelque chose refuse encore de mourir sous les couches d'adaptation. Elle peut être le dernier langage d'une vérité qui n'a pas obtenu de place autrement. C'est là que l'on commence à comprendre que le malaise n'est pas forcément l'ennemi du chemin. Il est parfois le point précis où le faux commence à devenir intenable. Ce qui semblait désordre révèle une exigence. Ce qui semblait faiblesse révèle une résistance. Ce qui semblait vide révèle surtout que le remplissage proposé jusque-là ne correspondait plus à rien de vivant. À partir de ce moment, tout change de tonalité. On ne demande plus seulement comment aller mieux. On commence à soupçonner qu'il faudrait d'abord savoir d'où l'on s'est éloigné. Et cette question, lorsqu'elle apparaît pour de bon,
ne laisse plus la vie tout à fait tranquille. Si l'on veut comprendre pourquoi une existence se dérègle de l'intérieur, il faut cesser de penser la psyché comme une simple succession d'états, d'émotions ou d'opinions. Elle est plus dense que cela. Plus structurée. Plus secrètement ordonnée aussi. Jung n'a pas décrit l'âme comme un vague réservoir d'affect, mais comme un territoire hiérarchisé, traversé de forces, d'instances, de figures, de tensions, de zones visibles et de souterrains. Le moi conscient, celui qui dit « je », n'en occupe qu'une part réduite. Il parle fort, mais il ne règne pas. Il commente davantage qu'il ne gouverne. C'est là l'un des malentendus les plus coûteux de l'existence moderne, croire que la conscience ordinaire suffit à diriger une vie. Le moi se prend pour le centre parce qu'il ignore souvent à quel point il dépend de ce qu'il ne voit pas. Sous lui s'accumulent des contenus refoulés, des affects non traversés, des fidélités anciennes, des complexes qui orientent les choix avec une discrétion redoutable. Plus loin encore, il existe une profondeur impersonnelle, peuplée de formes archaïques, de motifs universels, d'images que l'humanité reconnaît sans les avoir apprises. Les mythes, les rêves, les figures de la perte, de la traversée, de la chute, de la renaissance, de la mère, du guide, du double, de l'enfant menacé, tout cela ne relève pas d'une décoration symbolique. Cela indique que l'âme n'invente pas seule ses chemins. Elle les retrouve aussi dans une mémoire plus ancienne qu'elle. Mais ce qui désoriente le plus n'est pas seulement cette profondeur. C'est l'écart entre ce qu'on montre et ce qu'on porte. Toute vie sociale oblige à une forme de masque. Il faut bien entrer dans le monde, répondre, se situer, assumer des rôles. Le problème commence lorsque ce masque n'est plus un outil, mais une résidence. Lorsqu'on ne sait plus très bien ce qu'il y a derrière. Lorsqu'on devient professionnel dans l'art de fonctionner, et presque illettré dans l'art d'habiter sa propre vérité. La persona, chez Jung, n'est pas condamnée en soi. Elle devient dangereuse lorsqu'elle absorbe toute l'identité. À ce moment-là, la personne se confond avec sa présentation. Elle n'est plus qu'un contour social réussi autour d'un centre non consulté. En face de ce masque se tient ce qu'on rejette, tout ce qui n'a pas trouvé place dans l'image acceptable de soi. La colère interdite, la peur honteuse, la jalousie, le désir inavouable, la dureté, l'élan créateur, la sauvagerie, l'intensité, la vulnérabilité même. L'ombre ne contient pas seulement le lait. Elle contient aussi ce qui a été sacrifié pour devenir admissible. Beaucoup vivent appauvris non parce qu'ils manqueraient de dons, mais parce que leurs puissances les plus vivantes ont été reléguées là où elles ne dérangent plus l'ordre appris. Ensuite ils se sentent plats, divisés, sans élan, et ne comprennent pas que leur fatigue vient aussi de cette guerre silencieuse contre des parts essentielles d'eux-mêmes. Il faut ajouter à cela ces polarités intérieures qui organisent souterrainement les relations. Le psychisme n'est jamais entièrement homogène. Il porte en lui des contrepoints, des tensions, des figures intérieures qui cherchent l'équilibre. Quand elles sont niées, elles se projettent. On demande alors à l'autre de porter ce qu'on n'assume pas en soi. On idéalise, on dépend, on accuse, on adore, on hait. On croit rencontrer quelqu'un. On rencontre souvent d'abord une part exilée de soi que l'autre a momentanément réveillée. C'est pour cela que tant de liens sont excessifs, irréels, gonflés d'attentes ou de déceptions. Ils sont moins des rencontres que des scènes de compensation psychique. Au centre plus profond, il y a pourtant autre chose. Non pas le personnage, non pas le moi qui gère les urgences, mais une totalité plus vaste, une instance d'intégration, un principe d'orientation que Jung nommait le soi. Il ne s'agit pas ici d'un concept aimable, ni d'une identité idéale. Il s'agit du centre organisateur de la psyché, de ce vers quoi tend une existence lorsqu'elle cesse de se disperser entre masques, fuite et refoulement. Vivre loin de ce centre produit de la fragmentation. S'en approcher ne garantit pas le confort. Cela réintroduit surtout de la nécessité, de la cohérence, parfois de la douleur aussi, parce qu'il faut renoncer à beaucoup de faux arrangements pour laisser cette orientation reprendre sa place. La tragédie contemporaine est d'avoir organisé presque toute la vie visible contre cette profondeur. On récompense l'adaptation rapide, la performance, l'exposition, la conformité aux signes extérieurs de réussite. On fabrique des personnes compétentes dans l'ajustement et démunies dans l'écoute de ce qui leur arrive réellement. On méprise l'intériorité tant qu'elle ne produit pas un bénéfice immédiatement visible. On pathologise l'écart, on normalise la coupure, on appelle maturité ce qui n'est souvent qu'un renoncement bien tenu. Puis on s'étonne que tant d'êtres aient l'impression de jouer leur propre rôle avec une conviction décroissante. Quand cette architecture intérieure est ignorée, les symptômes deviennent inévitables. Ils ne sont pas des accidents absurdes.
Ils sont les effets d'une structure trahie. Le mal-être ne tombe pas du ciel. Il s'organise. Il répète. Il revient parce que le chemin suivi ne rencontre plus ce qu'il devrait servir. L'âme privée de lecture devient labyrinthe. Et ceux qui ne comprennent pas le langage subtil des déviations finissent par subir leurs conséquences brutes. Anxiété sans objet clair, fatigue sans repos possible, relations répétitives, perte de goût, sentiment d'irréalité, impression d'être devenu secondaire dans sa propre vie. Ce n'est pas seulement souffrir. C'est être lentement déplacé hors de son axe. Alors une question commence à surgir avec plus de netteté. Comment savoir qu'on ne s'égare pas seulement dans une difficulté passagère, mais qu'on s'est réellement éloigné du centre? Les signes sont plus nombreux qu'on ne croit. Seulement, ils ne parlent pas la langue commode des explications immédiates. Être sur la mauvaise voie ne signifie pas forcément commettre des erreurs visibles ou accumuler des échecs éclatants. C'est souvent plus discret, plus humiliant aussi. On peut continuer à fonctionner, à produire, à être aimé parfois, et pourtant sentir que quelque chose en soi se retire jour après jour. Les premiers signes n'ont rien de spectaculaire. Une lassitude que le repos ne touche pas. Une impression de fausseté légère mais persistante. Une difficulté à croire à ce qu'on fait au moment même où on continue à le faire. Puis viennent des répétitions. Même type d'attache, même type d'impasse, même décision prise contre une connaissance intime qu'on choisit de ne pas écouter. C'est cela, souvent, le faux chemin, non pas une erreur unique, mais une constance dans la déviation. Il existe aussi un signe plus troublant encore, presque impossible à expliquer à qui ne l'a pas senti. La vie continue mais perd sa densité. Les choses cessent de répondre. Ce qui semblait devoir combler laisse intact. Ce qui était censé donner du sens n'en donne plus. On éprouve une nostalgie sans objet, une fatigue devant la surface des jours, une irritation sourde face à tout ce qui sonne creux. Beaucoup croient alors manquer de gratitude ou de discipline. Ils se corrigent davantage. Ils redoublent d'efforts dans la direction même qui les vide. C'est ainsi que le faux chemin se consolide, non pas par ignorance pure, mais par fidélité obstinée à des formes qui ne portent déjà plus rien. Les rêves changent souvent avant que la pensée ne cède. Ils deviennent insistants, chargés, parfois dérangeants. Mais même sans passer par les rêves, le psychisme envoie d'autres signes. Des attirances irrationnelles vers certains livres, certaines images, certaines solitudes. Des répulsions soudaines envers ce qu'on supportait encore la veille. Des crises qui n'expliquent pas tout mais dévoilent beaucoup. Des moments de blocage où l'on croit perdre pied alors qu'on perd peut-être surtout un ancien mensonge. La conscience appelle cela confusion. En profondeur, il peut s'agir d'une réorientation forcée. On demande souvent quelles sont les méthodes pour revenir vers soi. La question est légitime, mais elle est déjà un peu trop rapide. Le retour n'est pas une performance à optimiser. Il commence par une modification de l'attention. Il faut apprendre à regarder autrement ce qui dérange. Cesser de traiter tout symptôme comme un ennemi. Cesser de vouloir étouffer immédiatement ce qui désorganise. Noter les rêves non pour les posséder, mais pour leur laisser une place. Observer les répétitions sans les recouvrir aussitôt de psychologie usée. S'approcher de ce qui en soi a été exilé, non avec complaisance, mais avec exactitude. La confrontation avec l'ombre n'a rien de romantique. Elle exige de voir ce qu'on a préféré ignorer de soi, y compris ce qui aurait pu nous sauver et que l'on a sacrifié pour rester acceptable. Il existe aussi une autre pratique, plus difficile qu'elle n'en a l'air, retirer progressivement au masque son monopole. Voir où l'on joue encore un rôle pour survivre à l'ancien regard, où l'on continue à plaire par réflexe, où l'on confond adaptation et vérité. Cela ne demande pas d'abandonner toute forme sociale. Cela demande seulement de cesser de vivre entièrement depuis elle. Beaucoup ne savent plus ce qu'ils pensent sans imaginer d'abord l'effet produit. Beaucoup ne savent plus ce qu'ils désirent sans calculer aussitôt si ce désir sera reconnu, valorisé, compris. Revenir vers soi commence parfois par cet acte presque minuscule, supporter quelques instants une pensée qui n'est pas immédiatement socialisable. Le silence devient alors décisif. Non pas le silence décoratif, ni la pause instrumentalisée pour redevenir plus performant. Un vrai silence. Assez long pour que le vacarme des attentes redescende. Assez exigeant pour que surgisse autre chose que les automatismes habituels. C'est dans ce retrait que certaines lignes se redessinent. Pas sous forme de révélation complète. Plutôt comme une rigueur nouvelle. Un refus plus net. Une évidence sans enthousiasme.
On commence à sentir ce qui épuise vraiment, ce qui déforme, ce qui détourne. On commence aussi à sentir ce qui appelle, mais sans promesse facile, sans image flatteuse de guérison. Le centre ne séduit pas toujours. Il contraint souvent à renoncer. L'intégration, au fond, n'est pas une embellie. Elle n'a rien d'un état purifié. Elle ne consiste pas à devenir une meilleure version de soi au sens publicitaire du terme. Elle consiste à cesser la guerre intérieure assez longtemps pour que les parties séparées puissent de nouveau coexister sans mensonge. Reconnaître le masque sans s'y réduire. Reconnaître l'ombre sans s'y noyer. Reconnaître les polarités sans les projeter entièrement sur les autres. Reconnaître qu'on n'a pas à devenir quelqu'un d'autre, mais qu'on a peut-être passé trop de temps à ne pas devenir celui qui insistait déjà sous les couches accumulées. Cela suffit à déplacer une vie. Rien de cela n'offre une clôture rassurante. Une fois qu'on a vu qu'on vivait peut-être depuis une carte étrangère, il devient difficile de continuer avec la même innocence. On peut encore détourner le regard, bien sûr. Beaucoup le font. Mais quelque chose a été reconnu. Et lorsqu'une vérité de cette nature a commencé à prendre forme, l'ignorer coûte plus cher qu'avant. Si une ligne en toi est restée silencieuse trop longtemps, il serait peut-être maladroit de la recouvrir encore une fois de bruit. Laisse au moins cette lucidité continuer son travail. Et si ce qu'elle vient d'ouvrir mérite de rester vivant, tu sais déjà quel geste discret lui donner pour qu'elle ne se referme pas tout à fait.